La machine DE guerre nazie. Chaque véhicule que la Wehrmacht a déployé sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Des chars lourds aux motos de reconnaissance, des half-tracks aux camions logistiques, tout ce que cette armée a mis en mouvement pour conquérir l'Europe. Tu crois connaître la Wehrmacht? Attends de voir ce que tu n'as jamais vu. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier engin de cette liste va te laisser sans voix. Les Panzers, lame blindée DE la Wehrmacht. Avant de parler de tigres et de panthères, il faut comprendre une chose, la Wehrmacht n'est pas née puissante. Elle est née rapide. Et cette rapidité, elle l'a construite sur des machines modestes, perfectionnées une à une, jusqu'à devenir la force blindée la plus redoutée de l'histoire. Panzer I, le tout premier pas. C'est là que tout a commencé. Le Panzer I n'était pas censé faire la guerre, il était conçu comme véhicule d'entraînement, une sorte de maquette roulante pour former les futurs tankistes allemands. Mais quand les invasions de la Pologne et de la France ont démarré, l'Allemagne n'avait pas le luxe de laisser ses machines à l'écart. Ce petit char, armé de 2 simples mitrailleuses et protégé par une armure aussi fine qu'une tôle de voiture, a été jeté dans la bataille. Son seul avantage? La vitesse et le nombre. Il ne pouvait pas vaincre, mais il pouvait saturer, déborder, surprendre. Et ça a suffi, pour l'instant. Panzer II, le pilier oublié du Blitzkrieg. On parle souvent du Blitzkrieg comme d'une révolution militaire. Mais derrière cette révolution, il y avait un char que personne ne célèbre vraiment, le Panzer II. Prévu comme solution temporaire, il est devenu l'épine dorsale des premières offensives éclairs. Son canon automatique de 20 mm pouvait déchiqueter les véhicules légers et faucher l'infanterie avec une précision froide. Et même quand il est devenu obsolète face aux blindés plus lourds, son châssis a survécu recyclé, transformé, réutilisé pour des canons automoteurs. Une machine qui a refusé de mourir. Panzer 35, T. Le butin tchécoslovaque. Quand l'Allemagne a annexé la Tchécoslovaquie, elle n'a pas seulement pris un territoire, elle a mis la main sur l'une des industries militaires les plus avancées d'Europe. Le Panzer 35, T. en est la preuve parfaite. Ce char tchèque était réputé pour la qualité exceptionnelle de sa construction et sa transmission pneumatique sophistiquée, bien en avance sur son temps. Sur le terrain, on le reconnaissait à l'espace caractéristique derrière ses rouleaux de roulement. Il a servi avec distinction dans les premières campagnes, un exemple rare d'un butin de guerre qui valait vraiment le détour. Panzer 38, T. Le meilleur char léger des débuts. Dans la même veine tchèque, le Panzer 38, T. est allé encore plus loin. Fiable, robuste, et armé d'un canon de 37 mm qui pouvait encore faire des dégâts sérieux en début de guerre, il était considéré comme l'un des meilleurs chars légers de l'époque. Mais ce qui rend ce véhicule vraiment remarquable, c'est ce que son châssis est devenu par la suite, la fondation du célèbre Hetzer, un chasseur de chars redoutable dont on parlera très bientôt. Le 38, T. n'était pas qu'un char, c'était une plateforme d'avenir. Panzer III, le standard du combat de chars. L'Allemagne voulait un char capable de détruire d'autres chars. C'est pour ça qu'ils ont conçu le Panzer III. Sa tourelle à 3 hommes, commandant, chargeur, tireur, était une innovation tactique majeure qui permettait une coordination bien supérieure à celle des blindés adverses de l'époque. Son canon a fini par peiner face au blindage soviétique de plus en plus épais, c'est vrai. Mais ce que le Panzer III a apporté au monde militaire, c'est un modèle, une référence pour la disposition des équipages dans les chars moyens, copié et perfectionné par toutes les grandes puissances. Panzer IV, le cheval de bataille indestructible. Si tu ne devais retenir qu'un seul char allemand de toute la Seconde Guerre mondiale, ce serait celui-là. Le Panzer IV. L'unique char allemand à être resté en production du premier au dernier jour du conflit. Amélioré, renforcé, modernisé encore et encore, il a combattu sur tous les fronts en Pologne, en France, en Afrique du Nord, en Russie, en Italie, en Normandie. Il a tout vu. Il a tout enduré. C'est lui, le vrai visage de la Wehrmacht blindée.
Panzer V Panther, né de la peur du T-34. Quand les Allemands ont rencontré le T-34 soviétique pour la première fois, ils ont eu un choc. Ce char ennemi était rapide, bien blindé, et doté d'un canon redoutable. La réponse allemande? Le Panther. Un char moyen qui combinait un blindage incliné pour dévier les obus, une mobilité impressionnante, et un canon de 75 mm à haute vélocité capable de percer presque n'importe quoi. Ces premières versions souffraient de problèmes mécaniques chroniques, moteurs qui brûlent, transmission qui lâche. Mais une fois ces défauts corrigés, le Panther est devenu ce que beaucoup d'historiens considèrent encore aujourd'hui comme le meilleur char moyen de toute la guerre. Panzer VI Tiger I, la légende de l'acier. Son nom seul suffisait à semer la panique. Le Tiger I. Massif, anguleux, presque indestructible de face. Son blindage épais riait des obus ennemis, et son canon de 88 mm dérivé du célèbre canon anti-aérien pouvait détruire n'importe quel char allié à des distances que les équipages ennemis ne pouvaient même pas imaginer. Oui, il était lent. Oui, il tombait souvent en panne. Oui, il consommait des quantités folles de carburant. Mais sur le champ de bataille, quand un Tiger apparaissait à l'horizon, les équipages alliés savaient une chose: fuir ou mourir. Panzer VI-B Tiger II, le roi des chars. Et puis il y a eu le Tiger II. Le Königstiger. Le roi tigre. 70 tonnes d'acier. Un blindage frontal que pratiquement aucune arme alliée ne pouvait traverser de face. Le même canon de 88 mm, mais en version longue, encore plus puissant. Et en plus, le design incliné du Panther pour maximiser la protection. Sur le papier, c'était le char ultime. Dans la réalité, son poids colossal détruisait les ponts avant même qu'ils puissent les traverser, et ses moteurs surchauffaient constamment. Un géant au pied d'argile, mais un géant qui faisait trembler la terre quand il avançait. Les chasseurs de chars et canons d'assaut, la mort silencieuse. Quand les tourelles deviennent trop chères, trop lentes, trop vulnérables, l'Allemagne invente une nouvelle doctrine: enlever la tourelle, baisser le profil, et faire de chaque véhicule un prédateur embusqué. Sturmgeschütz 3, le plus produit de tous. Le STUG-3 est né d'une idée simple: prendre le châssis du Panzer III, enlever la tourelle, et monter un canon d'assaut à faible profil. Le résultat? Le véhicule blindé allemand le plus produit de toute la guerre. Discret, difficile à repérer, redoutable en embuscade. L'infanterie l'adorait. Les Alliés le craignaient. Et les statistiques de destruction de chars qu'il a accumulées feraient rougir bien des Panzers. Jagdpanzer 38, T. Hetzer, le piège parfait. Petit, anguleux, presque invisible en terrain boisé, le Hetzer était une mauvaise surprise pour n'importe quelle colonne alliée en avance. Construit sur le châssis tchèque éprouvé du 38, T, il combinait un blindage incliné efficace, un canon anti-char redoutable, et une mitrailleuse télécommandée que le servant pouvait activer sans exposer une seule partie de son corps. Économique à produire, difficile à détruire, facile à camoufler. Le Hetzer était la définition même de l'efficacité à moindre coût. Jagdpanzer 4, le canard de Guderian. Les soldats l'avaient surnommé le canard de Guderian à cause de l'oscillation caractéristique de son nez lourd quand il roulait. Mais il n'y avait rien de comique dans ses capacités au combat. Ce chasseur de chars à faible profil était armé du puissant canon long de 75 mm, capable d'engager et de détruire des chars ennemis tout en restant pratiquement invisible depuis la distance. Une arme défensive létale, conçue pour tendre des pièges plutôt que de charger de front. Marder II, la solution de désespoir. La guerre contre l'URSS a forcé l'Allemagne à improviser en permanence. Le Marder II en est l'exemple parfait. Face aux blindés soviétiques de plus en plus blindés, les ingénieurs ont pris une décision radicale: monter un gros canon anti-char sur le châssis vieillissant du Panzer II. Le résultat était une plateforme ouverte, exposée aux tirs ennemis et aux intempéries, sans aucune protection pour l'équipage.
Mais son canon perforait ce que les anciens chars ne pouvaient plus toucher. Une solution de désespoir, mais une solution quand même. Marder 3, le fusil à longue portée de l'Est. Même logique, châssis différent. Le Marder 3 utilisait la plateforme tchèque du 38T pour monter soit des canons soviétiques capturés, soit les redoutables PAK-40 allemands. L'équipage restait exposé, vent, pluie, éclats d'obus, mais le canon pouvait neutraliser la quasi-totalité des blindés alliés. Sur le front de l'Est, où chaque obus comptait, le Marder 3 était une ressource précieuse malgré ses défauts criants. Nashorn, le rhinocéros sniper. Son nom veut dire rhinocéros. Et comme le rhinocéros, il était dangereux à distance, mais vulnérable de près. Le Nashorn montait le fameux canon de 88 mm sur un châssis léger presque dépourvu de blindage. Pas de protection frontale sérieuse. Pas de blindage latéral digne de ce nom. Juste un canon long, précis et dévastateur, capable de détruire un char ennemi à des distances qui rendaient toute riposte inutile. Sa survie dépendait entièrement de sa capacité à tirer en premier et à ne jamais se laisser approcher. Jagd Panther, le meilleur chasseur de chars de la guerre. Beaucoup d'historiens militaires s'accordent là-dessus. Le Jagd Panther était le meilleur chasseur de chars de toute la Seconde Guerre mondiale. Point. Il prenait le châssis supérieur du Panther, rapide, bien blindé, fiable, et y greffait le canon de 88 mm long, la même arme qui faisait la terreur du Tiger. Vitesse, protection, puissance de feu. Le triangle parfait. Un véhicule qui donnait des cauchemars aux commandants de chars alliés. Ferdinand Éléphant, le bunker roulant. Construit sur des coques de Tiger rejetées par Porsche lors de l'appel d'offres, les Ferdinand étaient des monstres lents, presque indestructibles de face, dotés d'un système de propulsion électrique unique alimenté par des moteurs à essence. À Koursk, lors de la plus grande bataille de chars de l'histoire, ils ont montré leur puissance de destruction, mais aussi leur talon d'Achille fatal. Ils n'avaient initialement aucune mitrailleuse pour se défendre contre l'infanterie ennemie. Des soldats soviétiques ont pu s'approcher et les détruire avec de simples charges explosives. Une leçon apprise dans le sang. Jagd Tiger, le colosse inutilisable. Le Jagd Tiger était officiellement le véhicule de combat blindé le plus lourd à avoir jamais servi en opération dans toute l'histoire militaire mondiale. Son canon de 128 mm pouvait théoriquement détruire n'importe quel char ennemi à des distances absurdes. Mais en pratique, il tombait en panne avant même d'atteindre le front. Les routes s'effondraient sous son poids. Les moteurs surchauffaient. Les pièces de rechange n'existaient pas. Un monstre conçu pour dominer et condamné par sa propre mégalomanie mécanique. L'artillerie automotrice et la défense antiaérienne, le tonnerre mobile. Une armée blindée ne peut pas avancer sans feu de soutien. Et l'Allemagne l'a très vite compris. Alors elle a mis ses canons sur des roues, ou plutôt sur des chenilles. 15 cm SIG 33 Bison, l'expérience précoce. La toute première tentative d'artillerie automotrice allemande. L'idée était audacieuse. Monter un lourd canon d'infanterie de 15 cm sur le minuscule châssis du Panzer I. Le résultat était instable, dangereusement surchargé, et visuellement comique, une immense pièce d'artillerie perchée sur un tout petit châssis. Mais il faisait du bruit. Et il apportait un feu de soutien lourd là où rien d'autre ne pouvait aller. Une expérience imparfaite, mais une expérience nécessaire. Wesp, la guêpe qui pique. La Wesp, la guêpe, a réussi ce que le Bison ne pouvait qu'esquisser. En adaptant le châssis du Panzer II, les ingénieurs ont créé une pièce d'artillerie légère, rapide et mobile, capable de suivre les divisions Panzer dans leurs offensives éclairs et d'ouvrir le feu sur commande. Sa tactique préférée, tirer et décrocher immédiatement avant que l'ennemi ne puisse réagir. Légère, agile, redoutable. Hummel, le bourdon dévastateur. Le Hummel, le bourdon, montait un lourd obusier de 15 cm sur un châssis hybride, combinant des éléments du Panzer III et du Panzer IV.
Ces obus pouvaient ravager des positions ennemies à des distances impressionnantes, rendant toute contre-batterie extrêmement difficile. Son seul défaut majeur, une capacité de stockage en munitions très limitée, ce qui l'obligeait à des ravitaillements fréquents au plus mauvais moment. Grille, le criquet qui détruisait les fortifications. La grille, le criquet, montait un lourd canon d'infanterie directement sur le châssis tchèque du 38T. Sa mission n'était pas le tir indirect à longue portée, c'était le tir direct, brutal, contre les fortifications ennemies. Les bunkers, les murs, les positions retranchées. Un outil de destruction immédiate, taillé pour l'infanterie qui avait besoin de passer. Sturmgeschütz 4 Brimbard, l'ours des villes. Surnommé l'ours grognon ou l'ours gris, le Brimbard était conçu spécifiquement pour un environnement que les autres blindés redoutaient, les villes. Dans les ruelles étroites de Stalingrad, de Varsovie ou de Berlin, les chars normaux étaient vulnérables de partout. Le Brimbard, lui, avait une réponse pour chaque bâtiment, chaque mur, chaque barricade. Son canon court à gros calibre, optimisé pour raser les immeubles et faire exploser les bunkers à courte portée. Sturmtiger, le monstre des soulèvements urbains. Si le Brimbard était brutal, le Sturmtiger était apocalyptique. Construit sur le châssis du Tiger I, ce mastodonte tirait un projectile de 380 mm, une charge de profondeur propulsée par fusée, initialement conçue pour la marine. Un seul tir pouvait démolir un immeuble entier. Il a été utilisé notamment lors de l'écrasement du soulèvement de Varsovie en 1944. Rare, coûteux et dévastateur. Une arme de terreur pure. Flakpanzer 4 Wirbelwind, le tourbillon anti-aérien. Avec l'augmentation des attaques aériennes alliées, l'Allemagne avait besoin de protection mobile pour ses colonnes blindées. Le Wirbelwind, le tourbillon, répondait à ce besoin avec une tourelle ouverte abritant 4 canons automatiques de 20 mm. À pleine cadence de tir, il créait un mur de plomb que les avions à basse altitude ne pouvaient pratiquement pas traverser. Et contre les cibles terrestres légères, tout aussi dévastateur. Flakpanzer 4 Ostwind, le vent de l'Est. Amélioration directe du Wirbelwind. L'Ostwind, le vent de l'Est, remplaçait les 4 canons de 20 mm par un unique canon de 37 mm dans une tourelle hexagonale. Moins de cadence de tir, mais une portée et une puissance largement supérieures, permettant d'engager des avions à des altitudes que le Wirbelwind ne pouvait atteindre. Flakpanzer 38T, la protection insuffisante. Ce véhicule anti-aérien de transition montait un unique canon de 20 mm à l'arrière d'un châssis de 38T. Rapide à produire, facile à déployer, mais dangereusement vulnérable. Le servant du canon était pratiquement sans protection, exposé aux tirs de mitrailleuses des avions d'attaque au sol. Un compromis acceptable en théorie, mortel en pratique. Les half-track et tracteurs blindés, les bras logistiques de la guerre. Une armée blindée ne gagne pas que par ses chars. Elle gagne parce que derrière chaque Panzer, il y a une chaîne logistique qui le ravitaille, le répare, le transporte. Et cette chaîne, la Wehrmacht l'a construite sur des half-track. SD.KFZ 251 Anomag, le taxi des panzergrenadiers. L'iconique Anomag. Le taxi blindé des panzergrenadiers. Son blindage incliné, ses capacités tout-terrain, et son espace intérieur permettaient à l'infanterie motorisée de suivre les panzers au plus près du combat et de débarquer au cœur de la bataille. C'est lui qui a rendu possible la véritable guerre combinée entre chars et fantassins, une révolution tactique qui a défini la doctrine allemande d'un bout à l'autre du conflit. SD.KFZ 250, le petit frère agile. Version raccourcie et allégée du Hanomag, le SD.KFZ 250 était principalement utilisé pour la reconnaissance et les rôles de commandement. Sa taille compacte en faisait un véhicule extrêmement agile, capable de se faufiler là où les plus grands half-track ne passaient pas. Rommel lui-même a utilisé une version modifiée comme véhicule de commandement en Afrique du Nord. SD.KFZ.
7. Le tracteur des 88. Ce half-track de 8 tonnes était le compagnon indissociable du fameux Cannon de 88 mm. Partout où le Flak 88 allait, le SD.KFZ-7 suivait. Il pouvait aussi tracter de lourds obusiers et disposait d'une rangée de sièges à l'arrière style théâtre pour transporter le servant du Cannon avec leur matériel. Une présence constante sur tous les fronts. SD.KFZ. 9 FAMO, le titan de la récupération. Le FAMO était le mastodonte de la logistique blindée. Conçu pour récupérer les chars endommagés sur le champ de bataille, il était le seul véhicule assez puissant pour espérer déplacer un Tiger embourbé. Et encore, il fallait souvent enchaîner 2 ou 3 FAMO ensemble pour arracher un Tiger du sol détrempé de la steppe russe. Un travail ingrat, dangereux, et absolument indispensable. SD.KFZ dit le tracteur léger. Half-track léger par excellence, le SD.KFZ-10 était partout. Il tractait les canons anti-chars légers comme le PAC-36 et le PAC-38, mécanisant les unités d'artillerie légère qui auraient autrement été condamnées à marcher. Produit en grand nombre, fiable et polyvalent, un rouage discret mais essentiel. SD.KFZ-11, le standard de l'artillerie légère. Le tracteur standard pour les obusiers de campagne et les lance-roquettes Nebelwerfer. Le SD.KFZ-11 faisait le pont entre les tracteurs légers et les modèles moyens, assurant une continuité logistique dans les unités d'artillerie légère à travers tous les théâtres d'opération. SD.KFZ-2 Kettenkrad, la moto chenillée. Un objet étrange, unique en son genre. Mi-moto, mi-chenillé, le Kettenkrad avait été conçu à l'origine pour les parachutistes, compact, largable et capable de tirer de petites pièces. Mais c'est dans la boue du front de l'Est qu'il a trouvé sa vraie vocation. Là où les camions s'enlisaient et les voitures capitulaient, le Kettenkrad continuait. Une machine bizarre, indispensable. Opel Moltier, la mule de boue. Face aux bourbiers impossibles de la campagne russe, les ingénieurs allemands ont eu une idée pragmatique. Prendre les camions Opel Blitz standard et remplacer leurs roues arrière par des chenilles de Panzer. Le résultat, surnommé la mule, est devenu une bouée de sauvetage logistique quand aucun autre véhicule à roues ne pouvait avancer. Simple, efficace, et né de la nécessité absolue. Les véhicules de reconnaissance blindés, les yeux de l'armée. Avant que les Panzers n'avancent, quelqu'un doit aller voir ce qui attend devant. C'est le rôle des véhicules de reconnaissance, rapides, discrets, et mortels si on les sous-estime. SD.KFZ 222 les yeux du front. Légère, à 4 roues motrices, dotée d'une carrosserie blindée angulaire et d'une tourelle armée d'un canon de 20 mm, la SD.KFZ 222 était le véhicule de reconnaissance par excellence des premières années de guerre. Rapide sur route, elle était les yeux et les oreilles des bataillons de reconnaissance, identifiant les positions ennemies avant que les Panzers n'arrivent. SD.KFZ 231, 8 roues, le tout-terrain stratégique. Une voiture blindée lourde à 8 roues avec une suspension sophistiquée permettant de franchir des terrains accidentés que d'autres véhicules ne pouvaient même pas aborder. Mais son innovation la plus remarquable, 2 postes de conduite, un à l'avant, un à l'arrière, permettant une fuite rapide sans avoir à faire demi-tour, une manœuvre souvent mortelle en terrain hostile. SD.KFZ 234 Puma, le meilleur des voitures blindées. Beaucoup le considèrent comme la meilleure voiture blindée de toute la Seconde Guerre mondiale. Le Puma combinait haute vitesse, tourelle fermée blindée, et un canon de 50 mm, le même que celui utilisé sur les Panzer III tardifs dans un châssis à 8 roues. Il pouvait se battre en égal contre pratiquement n'importe quel véhicule de reconnaissance ennemi et l'emporter facilement. SD.KFZ 263, le hub de communication roulant. Basé sur le même châssis à 8 roues, mais avec une superstructure fixe surmontée d'une grande antenne cadre, le SD.KFZ 263 n'était pas fait pour combattre, il était fait pour coordonner. Centre de communication mobile, il orchestrait les vastes mouvements de Panzer,
transmettant les ordres et les informations en temps réel sur des fronts de plusieurs centaines de kilomètres. Voitures légères, motos et véhicules de liaison, la mobilité au quotidien. Pas besoin d'un Tiger pour gagner une guerre. Il faut aussi des officiers qui arrivent à temps, des messages qui circulent, et des convois qui avancent. C'est le rôle de la flotte légère. VW Schwimmwagen Type 166, la voiture amphibie la plus produite de l'histoire. Construite sur la base de la Volkswagen, la Schwimmwagen avait une coque en forme de baignoire et une hélice rabattable à l'arrière. Elle pouvait traverser des rivières, traverser des marais, flotter sur des plans d'eau calme et reprendre la route immédiatement après. C'est la voiture amphibie la plus produite en série de toute l'histoire militaire. Un petit chef-d'œuvre d'ingénierie pratique. Kübelwagen Type 82, la Jeep allemande. Le Kübelwagen était l'équivalent allemand de la Jeep américaine, léger, robuste, et présent sur tous les fronts. Conçu sur la base de la coccinelle de Volkswagen par Ferdinand Porsche, il était fiable dans la chaleur du désert africain comme dans le froid glacial des steppes russes. Simple à entretenir, économique en carburant, et étonnamment capable tout-terrain malgré ses roues arrière motrices seulement. Porsche 108, le transporteur lourd de début de guerre. Voiture tout-terrain lourde pour le transport de personnel et le remorquage de pièces légères, le Porsche 108 était reconnaissable à son robuste moteur V8. Favori des officiers et des unités motorisées dans les premières années du conflit, il représentait le standard du transport lourd avant l'arrivée de solutions plus modernes. Ster 1500 A, la fiabilité autrichienne. Produite en Autriche, la Ster 1500 A était une voiture de commandement robuste à moteur refroidi par air, appréciée pour sa capacité à fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes, aussi bien sous la chaleur torride de l'Afrique du Nord que sous le froid meurtrier des hivers russes. Fiable et résistante, elle était particulièrement prisée par les officiers supérieurs. Mercedes-Benz G4, la voiture des parades nazies. 6 roues, carrosserie imposante, finition luxueuse, la Mercedes G4 était moins un véhicule militaire qu'un symbole de pouvoir. On la voyait dans les films de propagande, portant les dignitaires nazis lors des défilés grandioses. Sur un vrai champ de bataille, elle aurait été une cible parfaite. Mais dans la mise en scène du régime, elle était irremplaçable. BMW R75, la moto de guerre par excellence. La BMW R75 était conçue exclusivement pour l'usage militaire. Sa roue de sidecar motorisée lui donnait une traction et une stabilité hors pair sur les terrains difficiles. Robuste, fiable et rapide, elle était l'outil idéal des estafettes, des unités de reconnaissance légère, et de tous ceux qui avaient besoin de se déplacer vite sur un front en mouvement permanent. Si cette vidéo t'apprend des choses que tu n'avais jamais vues ailleurs, abonne-toi maintenant et active la cloche, on sort du contenu comme ça régulièrement. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit tout savoir sur la Seconde Guerre mondiale. Les camions et véhicules logistiques, le sang de la machine de guerre. Une armée avance sur son estomac, dit-on. Mais une armée blindée avance sur ses camions. Sans eux, les panzers s'arrêtent, les canons se taisent, et l'offensive meurt sur place. Opel Blitz 3.6, l'artère principale de la logistique. Le camion emblématique de la Wehrmacht. Reconnaissable à son logo en éclair. Blitz signifie éclair en allemand. Fiable, simple à entretenir, et produit en masse. L'Opel Blitz transportait tout, munitions, vivres, carburant, troupes, équipements médicaux. Il était partout, sur tous les fronts, du premier au dernier jour du conflit. La colonne vertébrale invisible de la logistique allemande. Krupp Prods KFZ 69, le boxeur. Surnommé le boxeur en raison de son moteur à plat 4 cylindres, ce camion à 6 roues arborait un capot caractéristique en forme de coin. Il était principalement utilisé pour le remorquage des canons anti-chars légers et le transport de l'infanterie motorisée. Son design distinctif le rendait immédiatement reconnaissable dans les convois. RSO, le tracteur de la boue russe.
Le Ropenschleppe OST, littéralement tracteur à chenilles pour l'Est, était entièrement conçu pour le pire cauchemar logistique que la Wehrmacht ait jamais connu, la Rasputitsa, la saison des bourrus. Lent, bruyant et mécanique simple, il n'avait qu'une seule mission, tirer l'artillerie là où aucun véhicule à roues ne pouvait espérer aller. Et il y arrivait. Henschel 33, le cheval de très lourd. Camion à 6 roues entré en service avant même le déclenchement de la guerre, le Henschel 33 était solide, puissant, et capable de transporter des charges lourdes et du matériel du génie à travers tous les théâtres d'opération. Une machine de travail discrète mais indispensable. Hennet Diesel, le standard tout-terrain. Camion diesel standardisé à 6 roues motrices avec suspension indépendante sur tous les essieux. Mécaniquement complexe, peut-être trop complexe pour une logistique militaire qui exige la simplicité. Mais ses performances tout-terrain pour un véhicule à roues étaient exceptionnelles, ouvrant des axes de ravitaillement là où d'autres camions renonçaient. Les véhicules spéciaux et de siège, l'ingénierie de la destruction. Et pour finir, les armes que personne n'attendait. Les engins qui sortaient de l'ordinaire. Ceux qui faisaient douter les généraux alliés de leur propre perception de la réalité. Panzerwerfer 42, le hurlement des fusées. 10 tubes de lance-roquettes Nebelwerfer montés sur un Halftrack blindé. Le Panzerwerfer 42 était une arme de saturation mobile capable de couvrir une zone entière d'une pluie de roquettes en quelques secondes. Mais ce qui terrifiait autant que la destruction, c'était le son, un hurlement strident, déchirant, qui s'entendait à des kilomètres et qui annonçait quelque chose d'inévitable. Les soldats alliés l'appelaient Screaming Mimi, la pleureuse. Karl Gera, le briseur de forteresse. Un mortier automoteur de siège monstrueux, tirant des obus de 2 tonnes. Seulement quelques exemplaires ont été construits, mais là où ils ont été déployés, les résultats étaient dévastateurs. À Sébastopol, les forteresses soviétiques considérées comme inexpugnables ont été réduites en ruines sous ces tirs. Il nécessitait une équipe massive, une grue pour le ravitaillement en munitions, et une infrastructure logistique imposante. Un engin de siège médiéval propulsé dans le XXe siècle. Goliath, le Beetle explosif télécommandé. Et enfin, l'un des engins les plus étranges et les plus ingénieux de toute la guerre. Le Goliath, surnommé le Beetle, était un petit véhicule chenillé télécommandé, chargé d'explosifs, conçu pour être guidé sous les chars ennemis ou dans les bunkers avant d'exploser. L'idée était brillante sur le papier. Dans la pratique, un seul coup de feu sur son câble de commande le rendait inutilisable. Les soldats alliés ont très vite appris à chercher le câble en premier. Mais quand il fonctionnait, une surprise mortelle que personne ne voyait venir. Voilà des dizaines de véhicules, des centaines de milliers d'hommes, et une machine de guerre d'une complexité et d'une diversité que peu d'armées dans l'histoire ont jamais approché. Chaque engin avait sa mission. Chaque mission avait son prix. Et derrière chaque prix, il y avait des hommes des deux côtés. Dis-nous en commentaire lequel de ces engins tu as trouvé le plus dangereux et pourquoi.